Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24 et c'est le moment consacré à l'actualité mondiale. C'est international et bienvenue à tous. Nous bénéficions aujourd'hui de l'expertise d'un spécialiste des questions internationales et le décryptage des différents sujets inscrits à l'ordre du jour va se faire avec Ghislain Kougan. Merci d'être venu. Le plaisir est partagé, Donald. Nous commençons donc cette édition avec une information, une actualité très brûlante du côté de la Gambie, avec l'élection présidentielle de ce côté-là. Yaya Jammeh, parti pour un 5e mandat au pouvoir depuis 21 ans, le président gambien se verrait bien remplir pour un 5e mandat. Il a désormais la confiance de son parti qu'il avait investi il n'y a pas longtemps. Yaya Jammeh en lice pour un 5e mandat. Le président gambien a été investi par son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, l'APRC. Arrivé au pouvoir en 1994 suite à un coup d'État, puis réélu à 4 reprises, il est opposé à la limitation du nombre de mandats présidentiels. Son régime est souvent accusé par les ONG de disparition forcée, d'assassinat, d'exécution extrajudiciaire et de violation des droits de l'homme. C'est le 1er décembre prochain que les Gambiens se rendront aux urnes pour élire leur président. Voilà. Le président Yaya Jammeh ne va-t-il pas vite en besogne en se faisant investir par son parti pour une élection qui pourrait avoir probablement lieu au mois de décembre prochain? Je ne pense pas. Je pense simplement que c'est la mode sur le continent. C'est la règle, peut-on le dire aujourd'hui. L'exception aurait été que le président Jammeh Yaya ne soit pas investi par son parti. Il est difficile aujourd'hui sur le continent africain, en Afrique noire précisément, d'avoir un président au pouvoir qui ne soit pas par la suite investi par son parti. Donc cela s'inscrit notamment dans la dynamique de ce qui est amorcé sur le continent africain. La question, on comprend évidemment, c'est que l'élection présidentielle elle va être certaine, comme l'a dit quelqu'un, mais lointaine. Puisqu'on parle de décembre, du 1er décembre, nous sommes encore au mois de mars. On peut donc se demander pourquoi cette investiture rapide, pourquoi est-ce que le président Jammeh Yaya a tout fait d'indiquer qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Mais pourquoi estimer qu'il s'agit d'une précipitation? Ça, c'est en rapport avec ces autres présidents en Afrique centrale, par exemple, et puis les pays environnants qui très souvent ne se déclarent pas rapidement, qui attendent la dernière minute pour se porter candidat. Eh bien, il fait les choses différemment et ce n'est pas parce qu'il a dit plutôt que cela constitue un problème. Parce que on peut comprendre l'interrogation, c'est qu'on a l'habitude des guet-apens. C'est-à-dire que c'est à la fin, à moins de 3 mois, comme cela s'est fait par exemple du côté du Tchad, où Déby s'est déclaré très tardivement par rapport peut-être à Jammeh Yaya. Donc c'est évident, c'est normal, chaque président, chaque pays a sa démarche. Alors comment la communauté internationale apprécie-t-elle l'investiture de Yaya Jammeh, elle qui brandit de plus en plus aux dirigeants africains la notion de limitation de mandat? Mais c'est la même ritournelle. Elle brandit. Mais est-ce que ces présidents-là n'outrepassent pas ces mises en garde multiples de la communauté internationale? La communauté internationale, par exemple, s'est exprimée sur le cas du Burundi. Vous allez me dire que la question n'est pas encore totalement vidée de son contenu. Mais il est clair qu'au Burundi aujourd'hui, Pierre Nkurunziza assure la magistrature suprême. Elle s'est prononcée sur un ensemble de présidents. On l'a vu au niveau du Congo, ça va se répéter. Donc, la communauté internationale s'inscrit dans la même dynamique, mais la question n'est pas simplement les récriminations, les mises en garde multiples. Il s'agit effectivement des mesures que prennent la communauté internationale une fois que ces présidents qui ont été mis en garde viennent notamment à ne pas se conformer à ces mises en garde là justement. Alors pourquoi certains observateurs estiment que cette élection se prépare dans un contexte socio-économique tendu? Tendu simplement parce que le président Jammeh Yaya a pris de nombreuses mesures. Vous savez très bien que le contexte est tendu parce que, retournons un peu dans l'histoire pour comprendre que Jammeh Yaya est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. C'est-à-dire que par la force. Et croyez-moi, ce n'est pas le meilleur moyen pour arriver au pouvoir. Cela exclut de prime abord la question de la démocratie.
Deuxièmement, en 2014, il y a eu un coup d'État. On a voulu également évincer le président Yaya Jammeh du pouvoir. Coup d'État manqué. Et donc, à partir de ce moment, Yaya Jammeh a cristallisé, a focalisé son attention sur l'opposition qui, selon lui, est derrière ce coup d'État. Il a donc durci la vie politique du pays. Par exemple, la caution pour la candidature à l'élection présidentielle a été multipliée par 5 000. Je dis bien 5 000. Aujourd'hui, on a payé, je crois, 500 000 $ 6, c'est-à-dire 12 500 € pour être candidat à l'élection présidentielle. Il faut payer 12 500 € également pour retravailler l'existence de chaque parti politique. Il faut également avoir une base régionale, une base solide dans toutes les 7 régions du pays pour prétendre à l'élection présidentielle. Vous comprenez qu'il a durci le ton, il a rendu les mesures plus difficiles pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est autant de sujets, autant de mesures qui amènent notamment à polluer, à cristalliser, à créer une ambiance insoutenable pour l'élection présidentielle qui, faut-il le rappeler, est lointaine mais certaine. Parlant justement de cette opposition gambienne, est-ce qu'elle peut véritablement faire face au parti au pouvoir, cette opposition qui semble de plus en plus divisée? Divisée. Et quand vous évoquez l'opposition gambienne, vous me renvoyez à un opposant que nous avons reçu dans nos studios, dans un de nos programmes, Hamad Mba, qui est opposant au président Yaya Jammeh, qui croit dur comme fer qu'on peut renverser le régime de Banjul. C'est évident aujourd'hui que c'est difficile et évidemment la question, vous l'avez évoquée, c'est que l'opposition va toujours en rang dispersé. Et d'ailleurs, cela renforce l'autorité, cela donne beaucoup plus de boulevard, de marge de manœuvre au parti au pouvoir qui est quand même là depuis 21 ans, qui maîtrise les rois du pouvoir, qui a une machine électorale, qui a les moyens de l'État. Donc, il n'était pas indiqué. D'ailleurs, je tiens à préciser que on n'a pas encore levé le voile sur la volonté de l'opposition de ne pas boycotter l'élection présidentielle. La question se pose encore, même si des candidats comme Hamad Mba font part de ce qu'il faut participer. Il y en a encore en Gambie qui sont sceptiques à l'idée de penser toujours comme beaucoup que la meilleure sanction à infliger au président, c'est de boycotter. Pourtant, on sait très bien que beaucoup de pays aujourd'hui ont compris qu'il faut aller à l'élection présidentielle, qu'il faut changer les choses de l'intérieur. Oui, puisque le président gambien le dit déjà, puisqu'il faut peut-être contester l'élection, mais il ne faut pas s'aimer du tout dans le pays. Et là, on se rappelle que les derniers scrutins en Gambie, législatives et présidentielles confondues, ont été boycottés par les 6 principaux partis d'opposition accusant le régime d'abus de pouvoir. Des risques de fraude sont-ils à ignorer cette fois? Dans aucune condition, dans aucun pays africain, on ne peut exclure les risques de fraude. On peut limiter l'étendue, limiter les intensités. Le problème, ce n'est pas de résoudre à zéro. Il va être difficile parce que beaucoup n'ont pas la biométrie, beaucoup n'ont pas un ensemble de choses modernes aujourd'hui. Et donc, la Gambie est un très petit pays qui se confond dans le confin du Sénégal un peu. Donc, la Gambie n'a pas suffisamment de maturité politique. La Gambie n'a pas une vie politique suffisamment grande, à l'image, par exemple, des autres pays voisins du Sénégal et puis autres. Donc aujourd'hui, la question de la fraude va être relativisée dans ce pays, mais je pense que si toutes les conditions sont réunies, comme le dénoncent les candidats à l'opposition, on peut aller à une élection qui sera crédible. Mais je tiens à repréciser que Yaya Jammeh a une machine électorale. C'est quand même un militaire. Vous savez, le fait de durcir les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle avec cette caution à candidature qui est difficile, lui, en tant que président de la République, il a les moyens de l'État, mais imaginez-vous un opposant. Il y a un qui est à Paris, qui a dit qu'il ne peut pas rentrer à Banjul. Pourquoi? Parce que le président va envoyer ses crocodiles le dévorer. C'est vrai que c'est une caricature, mais cela traduit très bien le climat austère, le climat ambigu, confus et surtout difficile qui prévaut en Gambie. Autre élection lointaine mais certaine, c'est celle gabonaise. Le président gabonais Ali Bongo, candidat à un 2e mandat. Le chef de l'État gabonais a annoncé le 29 février dernier, lors d'une allocution publique, sa candidature à sa propre succession en cette année 2016. L'élection devrait se tenir au cours du second semestre. La Constitution prévoit un seul tour de scrutin. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, candidat à sa succession. L'annonce a été faite ce lundi à Port-Gentil. L'actuel chef de l'État s'est isolé pour faire sa déclaration en direct à la télévision. Une déclaration suivie en direct par la population et le gouvernement réunis à la foire de Port-Gentil. C'est pourquoi, avec la grâce du Tout-Puissant et la bénédiction de nos ancêtres,
et le soutien de tous, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. C'est chez nous, nous voulons voir le changement. Et le changement entamé par Ali Bongo Ondimba doit continuer et se pérenniser. Et donc, cette déclaration, elle ne fait que confirmer les attentes des populations de Port-Gentil. Et nous allons l'emporter. De son côté, l'opposition souhaite que l'élection présidentielle soit juste et que le processus électoral ne soit entaché d'aucune irrégularité majeure. On instaure la démocratie avec tout ce que vous pouvez imaginer, l'indépendance de la justice, le président ne devrait plus être un demi-dieu. Au-delà de l'annonce de la candidature du président Ali Bongo Ondimba, un congrès du Parti démocratique gabonais est en préparation. Cette déclaration de candidature déclenche le processus de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle de 2016. Nous allons immédiatement réunir les instances concernées. Tout à l'heure, c'est le comité permanent du bureau politique et le bureau politique qui vont se réunir. Et d'ici quelques jours, le congrès va se réunir en vue de désigner officiellement le candidat du parti. Le mandat actuel du président Ali Bongo Ondimba est fortement décrié par l'opposition. En cas de réélection pour un nouveau septennat, il souhaite lutter avec détermination contre les privilèges indus et bâtir un meilleur vivre ensemble fondé sur l'inclusion, la méritocratie et la solidarité. Alors, Ali Bongo, un deuxième mandat, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Ceux qui font 8 mandats. Vous venez tout à l'heure d'évoquer un président Djamé qui veut son 5e mandat. Et vous vous interrogez sur Ali Bongo, 2e mandat. Je pense que la Constitution permet à Ali Bongo de briguer au moins 2 mandats. Si on prend le cas de tous les pays de l'Afrique centrale, la plupart des constitutions garantissent au moins 2 mandats. Ali Bongo veut être candidat pour un second mandat et puis on s'interroge. Mais non, attendons au moins qu'Ali Bongo veuille briguer un 3e mandat pour qu'on lui dise, par exemple, qu'on lui oppose l'argument selon lequel la constitution ne permet pas cela. Encore qu'il faudrait voir si la constitution gabonaise interdit de briguer plus de 2 mandats. Je pense simplement qu'Ali Bongo estime qu'il a eu un premier mandat à travers lequel il a suffisamment travaillé. Il parlait d'un Gabon à venir, qu'il a mis sur pied un ensemble de restructurations, notamment sur le plan des infrastructures routières, sur le plan de l'agriculture également, sur le plan de la gestion de la manne pétrolière. On sait très bien qu'aujourd'hui, on assiste au Gabon à la baisse, pas au Gabon, une conjoncture mondiale sur la baisse des cours du pétrole, mais le Gabon travaille aujourd'hui un peu à résister à cela parce que l'économie gabonaise, au moment où il était flamboyant, dépendait en grande majorité du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole est en train de chuter un peu, donc il travaille pour une économie qui doit résister à cette inflation, notamment du prix du pétrole. Et je pense simplement qu'il est dans son droit de vouloir briguer un nouveau mandat. Justement, la déclaration de candidature du président Ali Bongo sonnerait-elle de facto l'apaisement autour de sa gestion du pays quand on sait qu'il a été fortement mis à mal ces derniers temps par le fameux tout sauf Ali Bongo? Oui, le fameux tout sauf Ali Bongo, il s'agit bien évidemment d'une dynamique enclenchée par l'opposition. C'est de bonne guerre quand il s'agit d'un combat électoral. On comprend très bien que cette dynamique-là est une dynamique qui veut renverser le président au pouvoir. Cela se comprend dans un enjeu électoral concurrentiel. Alors, les partisans d'Ali Bongo également vont vous tenir un discours différent de celui de tout sauf Ali Bongo. Ils vous diront tout le monde, Ali Bongo ou personne par exemple, et tous ensemble avec Ali Bongo pour un Gabon émergent. Donc je pense que, et je vois où vous voulez nous amener, avec les déclarations par exemple du Premier ministre français Manuel Valls qui estime que Ali Bongo n'a pas été suffisamment élu, parce qu'en France on estime que le président qui a remporté l'élection présidentielle, je crois en 2011, c'était plutôt François Baobab, et qu'Ali Bongo a usurpé la présidence. Non, je pense simplement aujourd'hui que le bilan, même si Ali Bongo n'aime pas parler du bilan du Gabon, parle pour lui. Tout simplement, tous ceux aujourd'hui qui revendiquent la démission ou alors la mise à l'écart d'Ali Bongo sont ceux qui ont travaillé avec lui auprès de son père, auprès du vieux Bongo Ondimba. La plupart, que ce soit Jean Ping, les François Baobab, ils ont travaillé avec lui. Mais je me rends compte, en feuilletant un ensemble d'articles et de recherches, que parmi tous ceux-là, celui qui a même de suffisamment aidé le Gabon, c'est le président Bongo. Puisque même si on va au niveau de ce qu'ils veulent dire au Gabon, un Gabon beaucoup plus jeune, plus émergent, parmi tous ces gens-là, Ali Bongo me semble le plus jeune. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut installer au Gabon un vieux président, quelqu'un qui serait plus vieux que l'ancien président qui est décédé aujourd'hui? Et en même temps, qui va me dire aujourd'hui que
de 1960 en 2009, Ali Bongo a travaillé entre 2009 et 2016, a construit tellement d'infrastructures, plus que le Gabon n'a eu entre 60 et 2009. C'est-à-dire qu'il a fait au Gabon ce qui dépasse ce que le Gabon a pu avoir sur le plan infrastructurel, sur le plan des routes, entre 60 et 2009. Lui, en 2009 et 2016, il fait mieux aujourd'hui. Ce sont des acquis. Et aujourd'hui, il veut consolider ces acquis-là. Maintenant, quand tu as créé les bisbilles et puis des coques en jambes... Justement, à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous êtes convaincu que Ali Bongo peut véritablement faire face à cette opposition qui a gardé son statut d'enfant légitime en mettant même en doute sa nationalité. Il peut s'en sortir? Je pense qu'il va s'en sortir. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'en France, la plainte formulée sur l'acte de naissance d'Ali Bongo a été classée sans suite. Premièrement, on sait très bien que sa sœur cadette était derrière cette initiative-là. Elle était classée sans suite. Comme quoi il venait du Nigeria, je ne comprends pas tout ceci. Vous savez quand même, quand on brandit cet argument-là, ça veut simplement dire qu'il doit démissionner. Parce que la constitution gabonaise indique clairement que quand vous êtes binational, quand vous avez un parent gabonais, vous ne pouvez pas prétendre à la magistrature suprême. C'est votre troisième génération. Or, Ali Bongo est de la première puisqu'il vient au deuxième. Donc il faut attendre la troisième génération pour prétendre. Donc en fait, l'argument qui est brandi disqualifie normalement le président Ali Bongo. Sauf que l'argument n'est pas valable, n'est pas recevable aujourd'hui, n'est pas prouvé scientifiquement. Puisqu'on nous fait aussi comprendre que sa sœur cadette a eu l'acte de naissance d'Ali Bongo, mais elle ne s'est jamais proclamée par après. Pourquoi ne s'est-elle pas proclamée par après? Donc, on comprend qu'il s'agit des gains de famille où on veut prendre le Gabon en otage. On sait très bien que le Gabon est émergent avec l'ensemble de restructuration entreprise par Bongo. Regardez par exemple, de manière symbolique, j'admire cette façon de communiquer aujourd'hui là, comme gouverne le monde, ça on le sait. Où est-ce que Ali Bongo déclare sa candidature? C'est sur un pont, un chantier en construction. C'est ça le symbole d'un Gabon émergent, d'un Gabon qui veut évoluer. On ne va pas déclarer les candidatures dans des salons feutrés, non. Sur le terrain, montrer avec entrain comment il y a des charpentiers, comment il y a des manœuvres qui œuvrent tous ensemble pour que le Gabon soit émergent. C'est symbolique. Mais la politique, comme le disait Lucien Fest, est une affaire de symbolique. Alors du côté de l'opposition, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, avait été désigné à la mi-janvier candidat unique du front de l'opposition pour l'alternance, une nomination jusqu'ici contestée par d'autres membres de cette coalition. C'est donc dire que le boulevard du deuxième mandat est bien ouvert pour Ali Bongo? Mais très clair, si disait l'opposition même, vous avez dit tous unis contre Bongo, là ils sont désunis. Oui, très bien qu'au sein de l'opposition, eux-mêmes se contestent. Comment ils peuvent être unis si eux-mêmes sont déjà divisés? C'est la même question en Gambie. C'est-à-dire qu'il y a une question, tout le monde parle d'un front uni, d'un front commun. C'est la ritournelle partout, même au Cameroun. L'opposition veut faire front, mais ça bloque au niveau des égos des uns et des autres. Mais qui va porter ce front? Chacun veut en être le dépositaire. Jean Ping, évidemment, avec son aura, avec son passé, il était président en exercice de l'Union africaine. Mais n'oubliez pas que tant qu'il était président en exercice de l'Union africaine, il a bénéficié de l'aide, du tutorat du pouvoir en place avec Ali Bongo aujourd'hui. Et qu'après il a perdu l'élection face à la Sud-Africaine, Nkosi Dlamini Zuma aujourd'hui, il a retourné sa veste pour être le farouche opposant. L'argument qui brandit, et je suis sidéré en politique, pourquoi c'est toujours un argument de paternité? Qu'on brandit, c'est un argument de fait. C'est-à-dire qu'il y a un incident sur la vie des Gabonais. Alors justement, on va suivre cette élection gabonaise sur CAMnews 24, mais entre-temps, on va se rendre au Burundi où une fosse commune a été découverte dans la capitale. Des corps ensevelis dans des sacs ont été retrouvés au Burundi, pays plongé depuis 10 mois dans une profonde crise politique. Les gens paisibles qui ont donné cet renseignement, et nous sommes venus voir avec les forces de l'ordre. Nous avons trouvé dans cette fosse commune jusqu'à maintenant 3 restes de cadavres, des crânes comme vous les avez vus, mais on pense qu'il y a encore d'autres individus à l'intérieur parce que les malfaiteurs qui étaient dans ce sale besogne nous ont signifié qu'au moins une trentaine de gens se trouvent dans ce trou. Il y a l'un d'eux qui a affirmé que lui-même il avait enseveli dans des sacs 3 individus. Donc il y a encore à chercher et nous pensons qu'on pourra trouver d'autres corps.
des gens qui étaient considérés comme des Imbonerakure, ils ont été tous tués et enfouis dans cette fosse. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dernièrement, vous avez suivi à travers les médias nationaux et internationaux qu'il y a des fosses communes. Je citerai l'Amnesty International, certaines associations qui se disent de la société civile. Mais celle que nous venons de voir maintenant, c'est qu'ils en savaient plus ou moins quelque chose. Voilà. Au-delà de cette découverte macabre, êtes-vous d'avis avec le maire de la ville qui estime que les opposants au régime seraient responsables du massacre et non l'inverse? Je pense que là, quand on écoute l'avis ou alors le point de vue du maire de la ville, un maire, vous savez très bien, qui est proche du pouvoir. Il n'a pas été élu, qui a été nommé par le président Nkurunziza. Ça se passe comme ça de ce côté. Non, je pense simplement qu'il faut aussi interroger le lieu où on a découvert la fosse commune. C'est à Mutakura, je crois, un quartier réputé contestataire. À partir de ce moment donné, le maire estime que puisque la fosse est découverte dans ce quartier contestataire de l'opposition, bastion contestataire, et donc effectivement, ces crimes ont été commis par les candidats d'opposition ou alors les jeunes qui font partie de l'opposition. Et le maire va plus loin puisqu'il précise que ce sont quelques-uns de ces jeunes opposants qui sont rendus à la police et qui ont donc interpellé le gouvernement, l'État sur ce qui avait des fosses communes. Parce qu'on vous avez vu la fosse qui est profonde de 12 mètres. Je crois 12 mètres, on a retiré déjà 2 corps, les recherches et les fouilles sont en train de se poursuivre aujourd'hui. Donc la déclaration, la sortie du maire avec ces arguments-là est en train de vouloir, si vous voulez, dédouaner la responsabilité, qu'on le veuille ou non, du pouvoir en place et dire c'est l'opposition puisqu'il s'agit de son bastion, un bastion réputé très chaud, Mutakura et puis Kinama, je crois, qui sont des bastions opposés, réputés pour être dus et véritablement hostiles au président Pierre Nkurunziza. Pourquoi le gouvernement s'oppose-t-il à toute enquête indépendante au sujet de ces massacres? Il y a quelque chose que le gouvernement se reproche de quelque chose? C'est quoi une enquête indépendante? Une enquête indépendante doit se faire dans une condition où il y a une confiance mutuelle. Mais il y a une ère de soupçon qui aujourd'hui pèse sur le Burundi. C'est-à-dire que le pouvoir estime que la communauté internationale qui arrive a déjà pris fait et cause pour l'opposition. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que la délégation qui est du côté du Burundi pour entamer le dialogue se heurte un peu à la restriction au pouvoir qui n'est pas très ouvert à ce genre de discussion parce qu'on estime qu'on ne va pas dans un échange parti pris quand on est médiateur. C'est pourquoi le gouvernement pense que l'indépendance ici est biaisée parce que la communauté internationale estime déjà, premièrement, que le président n'aurait pas dû briguer un nouveau mandat. Et donc on regarde ce qui se passe au Burundi d'un œil un peu dépréciatif par rapport notamment à l'exercice du pouvoir, aujourd'hui détenu de manière illégitime, si on veut, d'après la communauté internationale, par Pierre Nkurunziza. Comme une communauté internationale aidée en cela par les organisations non gouvernementales, on parle de Amnesty International qui intervient. Human Rights Watch, à chaque fois, qui avait déjà évoqué l'existence des fosses communes depuis longtemps. Aujourd'hui, les fosses communes sont une évidence. Pourquoi? Parce qu'on les a découvertes finalement. Donc, je pense aujourd'hui qu'il va être difficile d'arriver à un dialogue, même si les émissaires de l'ONU, de l'Union africaine, y sont pour qu'il y ait dialogue. Pourtant, et je le rappelais ici, que le mot le plus prononcé en politique ici sur le continent africain aujourd'hui, c'est le mot dialogue, dialogue, dialogue. Mais est-ce qu'on dialogue véritablement? Oui, ici, on verra ce que nous réserve la suite des événements. Vous avez certainement amorcé une réponse, mais je vais insister sur cette question. La fin de l'instabilité est-elle envisageable au Burundi? Si oui, comment s'y prendre? La fin des hostilités est envisageable, oui, c'est une possibilité, c'est possible. Tant qu'il y a les hommes, tant qu'il y a les gens, on peut arriver. Maintenant, il faudrait qu'on prenne en compte les intérêts des uns et des autres. Et c'est à ce moment que tout se corse. La fin voudrait, par exemple, qu'on arrive à un gouvernement d'union nationale. Par exemple, un gouvernement inclusif. Mais sauf que Pierre Nkurunziza va estimer qu'il a été légitimement élu. Et parce qu'il a été légitimement élu, il y a un ensemble de portefeuilles ministériels et régaliens
qu'il ne peut pas confier à l'opposition. Par exemple, bon, vous avez le portefeuille de la défense, vous savez très bien que c'est un portefeuille délicat. Vous avez le portefeuille de l'économie. C'est vrai que dans un pays comme le Burundi aujourd'hui, où il y a la crise économique, l'économie n'est pas un portefeuille forcément indépendant, puisqu'il n'y a déjà pas l'argent dans les caisses. Mais la défense, la justice, et puis un ensemble de portefeuilles sont des structures où le parti au pouvoir ne voudra pas céder à l'opposition, quelle que soit l'inclusivité d'un gouvernement. Mais je pense qu'on doit passer par un gouvernement d'union nationale et puis qu'on doit aussi éviter l'interventionnisme à chaque fois, qu'on doit éviter de venir dans un débat, dans un échange où on estime qu'on est médiateur et non pas négociateur. Parce que quand on est négociateur, on peut avoir un parti pris. Mais quand on est médiateur, on vient juste attabler les différentes parties prenantes, prendre des avis et savoir toute proportion gardée, inviter les uns les autres à prendre des décisions qui débouchent sur des consensus et des compromis. On n'ira pas très loin de l'Afrique du Sud, on n'ira pas très loin du Burundi, puisque nous nous rendons maintenant en Afrique du Sud, où la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, doit examiner en ce moment une plainte à l'encontre de Jacob Zuma. La plainte déposée par l'opposition remet au goût du jour un vieux scandale connu sous le nom de Nkandla. Voilà 2 ans que ces députés demandent justice. C'est ce mardi que la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud se penche sur le scandale Nkandla qui vise le président du pays, Jacob Zuma. Ce dernier est accusé d'avoir détourné 20 millions d'euros d'argent public pour rénover sa résidence. Mardi dernier, il s'est dit prêt à rembourser une partie de la somme, mais sans avouer sa culpabilité. L'opposition appelle à manifester. Nous attendons plusieurs milliers de personnes à la manifestation ce mardi, assure le porte-parole d'un parti de la gauche radicale. La police sera là pour garantir notre liberté d'association et de manifestation contre la corruption et le favoritisme dans le pays. Voici le village d'Nkandla qui a donné son nom au scandale. C'est dans cette demeure que Jacob Zuma aurait fait construire une piscine, un amphithéâtre et un poulailler aux frais du contribuable. Le président sud-africain échappe à une motion de censure. Jacob Zuma est dans le collimateur de l'opposition depuis sa décision brutale en décembre de remplacer son ministre des Finances, un changement qui avait fait chuter la devise sud-africaine. Alors, Ghislain, que reproche-t-on au président Zuma? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a tellement de reproches qui sont formulés à l'encontre du président Zuma qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il va être difficile pour lui d'échapper. Premièrement, il y a le principal parti d'opposition qui a demandé la destitution du président pour une gestion calamiteuse du pays. L'économie, on le sait, est en berne, 1,3% du PIB, la croissance du pays, alors que l'Afrique du Sud est censée être la grosse économie africaine. Je suis désolé de Nigeria avec tout ce qu'on pense. La première économie africaine, techniquement, c'est l'Afrique du Sud et non pas le Nigeria, comme on nous sort avec les trucs du FMI et puis Banque mondiale. Donc, pour revenir dans l'Afrique du Sud, on ne comprend donc pas que ce pays, qui est la première économie africaine, soit véritablement dans une situation critique aujourd'hui. L'opposition estime, le principal parti estime que cela va de la gestion calamiteuse, de la gestion parcimonieuse, partielle et même parcellaire du président Jacob Zuma du pouvoir. Mais également, il y a surtout les affaires. Parce que Jacob Zuma a été inculpé de fraude, de fraude fiscale, de corruption et de racket, je crois, en 2007. Et donc, justement, vous avez évoqué, la Cour doit se prononcer également sur un fait. Est-ce qu'il doit rembourser, je crois, les 240 millions de rand, je crois, qu'il a déboursé pour rénover sa maison présidentielle? Un fait aujourd'hui qui fait encore jaser en Afrique du Sud. On sait très bien le projet du président Zuma qui voulait acheter un gros avion avec au moins 8 chambres à coucher, des salles de bain, alors que l'Afrique du Sud traversait des moments difficiles. Est-ce qu'on pouvait comprendre un président qui, dans un système difficile où le pays est en berne, notamment l'économie, se permet le luxe d'un avion, d'un super avion avec 8 chambres à coucher, avec les salles de bain, avec des cuisines, comme un loft en fait en réalité. Donc il y a un ensemble de choses qui pèsent sur le président aujourd'hui et c'est grâce notamment au Parlement, l'ANC, parce que
il y a eu 99 voix contre lui sur 225. Donc, on comprend bien qu'il y en a au sein du Parlement sud-africain qui ne sont pas vraiment d'avis avec la façon dont Jacob Zuma dirige aujourd'hui l'Afrique du Sud. Alors, Jacob Zuma, cuirassé qu'il est contre la critique, va-t-il céder à la pression? Je ne pense pas qu'il va céder à la pression, mais la pression se fait de plus en plus grande. Et elle n'a jamais été aussi prononcée aujourd'hui qu'aujourd'hui. Si on arrive déjà à convoquer une motion de censure, ça veut dire que ça va plus loin. Si on arrive au Parlement où il y en a qui donnent quand même 99 voix contre lui, ça veut dire que c'est crédible. Ça veut dire qu'on peut s'appesantir sur la question. On doit prendre la question au sérieux, contrairement à ce qui se passait par le passé aujourd'hui. Et donc, toutes ces choses-là mettent en mal le président Zuma, qui aujourd'hui bénéficie encore du soutien de l'ANC, mais même au sein de l'ANC, il y a des divisions, des clans. Et ces divisions-là, même si elles peuvent consolider le pouvoir de Jacob Zuma, on comprend très bien qu'aujourd'hui, ça ne va pas bien au sein de l'ANC. Et cela, on l'avait pressenti ici, avec le départ de Malema, qui était quand même le président de la branche des jeunes, celui-là qui haranguait les foules. Aujourd'hui qu'il part, on estime qu'on avait extirpé le mauvais grain du sac, mais on se rend compte que jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. L'ANC, sa gouvernance est remise en question, même au sein du parti. Moulema reste une voix qui compte. Alors, ces multiples scandales pourraient-ils provoquer le départ précipité du président Zuma, qui semble bien esselé en ce moment? Bien évidemment, cela peut... C'est possible, mais ce n'est pas probable. Pourquoi? Parce que le pouvoir en Afrique aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on s'accroche. Il va être difficile pour lui de démissionner. Je tiens déjà à préciser qu'il a été élu et que son mandat va jusqu'en 2019. Et qu'au sein de l'ANC, l'élection à la tête du parti va se faire en 2017. Vous comprenez que Jacob Zuma a encore du boulevard devant lui. Et croyez-moi, il y a encore des caciques au sein de l'ANC qui prennent fait et cause pour le président Zuma qui est installé. Je ne pense pas qu'on va le lâcher. Donc il bénéficie encore malgré tout cela. La question ici est de savoir, est-ce qu'au fur et à mesure des jours, il y a également les jours avancent, est-ce qu'il va tenir? Il y a également une polémique qui est aussi renchérie, qui est aussi versée de l'huile sur le feu. C'est qu'en l'espace de 4 jours, l'Afrique du Sud a connu, je crois, 3 ministres des Finances. Il a limogé un ministre, il a mis un autre, il a relimogé. Donc comment comprendre qu'en l'espace de 4 jours, l'Afrique du Sud ait 3 ministres des Finances? Ça veut dire qu'en fait, le président se cherche encore. Et le ministre qu'il a mis est un ministre qui veut être indépendant, qui veut prendre les mesures comme il l'entend. Et vous savez très bien qu'avec la crise économique aujourd'hui, Jacob Zuma, le président, a un regard très très pointu, même paternaliste sur ce ministère de tutelle, comme dans chaque pays aujourd'hui. Vous savez qu'avec la crise économique, tous les ministères de l'économie, que ce soit au Cameroun, le ministère de l'économie et de l'économie, puisqu'il n'y a plus de finances, je suis convaincu que le chef de l'État a un regard très très pointu, puisqu'il s'agit de l'économie qui en berne aujourd'hui. Et économie et finances. Et vous comprenez pourquoi en Afrique du Sud, 3 ministres sont succédés en 4 jours. Ghislain, il ne reste qu'à vous dire merci et au revoir pour la prochaine émission. Le plaisir est partagé et merci infiniment aussi. Et à vous qui nous regardez de par le monde et surtout ces fidèles téléspectateurs qui se recrutent en grand nombre du côté de Washington aux États-Unis d'Amérique, merci de rester sur CamNews 24.